Nous allons aujourd'hui voir la vessie et au fur et à mesure des cours, nous serons par les rapports amenés à voir les différents organes plusieurs fois. Nous pouvons ici refaire ce petit schéma de base concernant finalement l'anatomie générale de ce système urinaire, avec ici donc le rein droit, puis le rein gauche qui est légèrement plus haut situé, donc en forme de haricot que nous avons étudié avec le rétropéritoine. Là aussi, on peut regrouper les choses de plusieurs façons, soit de façon systémique, par exemple appareil urinaire, soit d'un point de vue topographique, et c'est ce que nous avions fait avec donc les régions rétropéritonéales et des reins. Et puis à partir de là partent les urtères, donc nous avons d'abord les cavités piélo-calicielles et puis les régions donc du pied long. Et puis, c'est l'urotère qui a fait l'objet d'un cours spécifique également, avec une partie lombale, une partie pelvienne qui vient croiser ou surcroiser les vaisseaux iliaques comme nous l'avons vu, et partie pelvienne qui est d'abord verticale et puis qui vient se recourber vers l'avant pour se terminer dans la vessie. Il y a donc bien sûr deux côtés, c'est quelque chose qui est ici symétrique pour cet appareil urinaire, comme d'ailleurs pour les gonades, où nous avons quelque chose de symétrique, et confère l'embryologie, et ces deux urtères, droit et gauche, arrivent à la face postérieure de la vessie, comme nous allons le revoir. Donc vessie que nous mettrons essentiellement en rose sur les différentes vues, et que je vais représenter ici rempli, ou en tout cas en partie rempli. C'est donc ici un organe creux, musculaire, qui est un réservoir de l'urine entre les mixions. Et puis, la vessie va se poursuivre par l'urètre, urètre qui sera différent chez l'homme et chez la femme par ses rapports et par sa longueur. Donc, voici ces éléments de façon très schématique. Nous avons ici donc le rein droit, le rein gauche, puis les urtères que nous avons étudiés, et nous sommes ici sur la vessie. Vessie en latin, en terminologie internationale, c'est vesica urinaria. On précise vesica urinaria car il y a une autre vesica qui est la vesica biliaris ou vesica phylea, qui est la vésicule biliaire. Donc il y a deux vesicas en terminologie internationale. Simplement en français, vessie, c'est la vessie urinaire, et vésicule, c'est la vessie biliaire. En anglais, pour rappel, c'est bladder, et en allemand, Harnblase. Cette vessie, bien entendu, est un organe qui pourra être vide ou plein. Théoriquement, après une miction, la vessie doit être complètement vide et se retrouve symphysaire, rétrosymphysaire. Donc si l'on représente ici des types de vessie, nous aurions ici la vessie qui va être rétrosymphysaire. C'est ici, nous le comprendrons mieux ensuite, une coupe sagittale avec ici vers l'avant la paroi, puis le pli de l'aine. Nous sommes sur la symphyse et la vessie va être rétrosymphysaire. Quand elle est vide, eh bien, elle peut avoir deux types, soit globuleuse, une petite boule musculaire, soit éventuellement aplatie ou en forme de cupule. Voici ici cette vessie, puis le départ de l'urtère, de façon, on va dire ici, très symbolique. Voilà cette vessie vide. Et lorsqu'elle est vide, elle va avoir une paroi qui sera plus épaisse, musculaire, et qui servira de réserve pour le remplissage. Et donc, il y aura une distension, un petit peu comme un ballon qui se remplit. Ça, c'est un type globuleux ou globulaire de la vessie, donc sur une coupe sagittale. L'avant est ici vers la droite. Et c'est une boule musculaire, ce qui fait que l'examen privilégié pour étudier la vessie, qui est l'échographie, n'aura pas d'intérêt lorsque la vessie est vide, puisque le contraste va justement venir du fait qu'il y ait du liquide qui va être transparent, eh bien,
hypoéchogène au faisceau ultrasonore. S'il n'y a rien dedans, vous avez une masse que vous aurez du mal à distinguer de la périphérie. C'est donc bien le remplissage qui va être fondamental en échographie. Et donc, quand on fait une échographie de l'appareil urinaire, il faut absolument demander à ce que les patients viennent la vessie pleine, ce qui n'est pas si souvent le cas, et donc il faut faire boire avant l'examen. Ceci, donc, c'est le type globuleux, mais nous avons aussi fréquemment un type qui est un type en cupule ou un type aplati. Je reprends la même vue ici de cette région avec là la symphyse. On va remplir ceci pour bien montrer que c'est la symphyse pubienne, ici, là également. Donc, intérêt bien sûr, cette symphyse pubienne, on la sent bien sous la peau et ça va être un repère excellent pour cette vessie. Elle est rétrosymphysaire et ici nous représentons un deuxième type qui est un type vide de type aplati ou cupuliforme. Donc il y a les deux possibilités que l'on trouve et toutes les deux sont des variantes de la normale. Le type globuleux est peut-être un petit peu plus fréquent. Donc voici ici ces deux types de vessie. Ici le type aplati ou en cupule, avec donc une paroi supérieure qui sera concave vers le haut. Ce qu'on peut tout de suite noter de façon extrêmement schématique à ce stade, c'est que la vessie, organe musculaire, va être sous-péritonéale, on dirait maintenant subpéritonéale, ce qui fait qu'ici, en première approximation, nous avons le péritoine pariétal qui va venir tapisser la face supérieure de la vessie. Nous verrons ensuite ce qui se passe vers l'arrière. Et voici de nouveau ici ce péritoine pariétal de la paroi antérieure qui vient tapisser la face supérieure de la vessie. Nous y reviendrons, mais c'est très important d'un point de vue chirurgical et d'un point de vue action que cette notion d'un organe sous-péritonéal, subpéritonéal. Nous y reviendrons là également. Alors, bien entendu, la vessie qui est ici rétrosymphysaire va pouvoir se remplir et nous allons ici avoir de nouveau la troisième vue de cette vessie avec ici de nouveau la paroi, le pli de laine très schématiquement, la symphyse pubienne, c'est toujours la même orientation, mais à présent nous allons avoir cette vessie qui va être remplie et qui devient globuleuse. Théoriquement, elle va toujours rester sous le niveau de l'ombilic, mais on peut avoir des vessies qui sont absolument énormes. Je reviendrai sur les contenances. Voici ici une vessie déjà bien remplie. Et bien entendu, lorsque l'on fait des dessins d'anatomie, d'un point de vue topographique, on a intérêt à remplir la vessie pour pouvoir bien en comprendre et la cavité et les rapports. Donc sur tous les dessins que l'on fait, vous voyez dans des livres d'anatomie, c'est une vessie qui est remplie. Et ici, du coup, la paroi est plus fine. Nous reviendrons sur la structure. Voici ici cette paroi plus fine de la vessie. Et bien entendu, le péritoine va suivre, ce qui fait qu'ici nous aurions le péritoine pariétal qui vient tapisser la face supérieure de la vessie et nous verrons ensuite ce que le péritoine vient faire vers l'arrière. Donc des aspects très différents bien entendu suivant le remplissage. Je vous l'ai dit, après une miction normale, la vessie est vide. Si, quand on fait une échographie après miction, il y a toujours un petit peu de liquide, c'est ce qu'on appelle un résidu post-mictionnel. Et ce n'est pas normal et ça peut être source notamment d'infection, puisque le liquide ici qui reste à l'intérieur eh bien, peut stagner et être contaminé d'une façon notamment bactérienne. Donc voici cette vessie. Alors au point de vue taille, l'épaisseur ici de la paroi est d'environ 1 à 1,5 cm, c'est-à-dire un peu moins d'un travers de doigt d'épaisseur, ce qui fait que cela nous fait une boule d'environ 4 cm de diamètre.
Quand la vessie est remplie, eh bien là, la paroi va passer à environ 3, peut aller jusqu'à 3 mm, donc devient très fine. Ceci, c'est comme un effet de ballon qu'on souffle, hein. Il y a un amincissement de la paroi musculaire pour avoir le liquide à l'intérieur. Bien entendu, l'ensemble est alimenté par les deux uretères. On peut mettre ici un élément d'arrivée ici d'un côté, et ces uretères sont également sous-péritonéaux et ils se prolongent de façon logique avec la région rétropéritonéale, ce qui fait que finalement l'appareil urinaire n'est jamais intrapéritonéal. Au point de vue capacité, on dit classiquement que le besoin urinaire se fait sentir à peu près à partir de 250 ml. C'est-à-dire qu'il y a un remplissage qui se fait de manière continue et qui va être perçu au niveau de la conscience à partir de 150, 200, 250 ml. Et là, on commence à sentir consciemment le besoin d'uriner. Mais on peut ensuite, bien sûr, maintenir cela, nous y reviendrons. Et globalement, sur une vessie standard, on peut arriver jusqu'à 1 litre de liquide. En général, à partir de 500, il y a vraiment un besoin impérieux de 500 millilitres. Donc ceci varie. Mais il y a des cas d'obstruction, et nous y reviendrons, où la vessie peut devenir extrêmement volumineuse, aller même jusqu'à 2 ou 3 litres, notamment dans ce qu'on appelle un globe vésical. Donc le globe, on comprend bien, c'est une vessie extrêmement gonflée, qui, je vous le dis, peut remonter à peu près jusqu'au niveau de l'ombilic, pas au-dessus. Et donc, il faudra bien sûr traiter cela, et c'est douloureux. Voici pour ces premiers éléments. Ensuite, autre point intéressant, c'est l'aspect qui va se faire par rapport, bien sûr, qui sera différent chez l'homme et chez la femme. Et nous voyons ici, donc partant de la vessie, nous voyons l'urètre. Alors, urètre peut s'écrire de deux façons. Uretère, c'est donc sans H, hein, uretère. Alors que urètre peut s'écrire de deux façons, soit avec un H, soit sans H. Il est, à mon avis, préférable de garder le H comme en terminologie latine et qui respecte l'étymologie. Donc urètre, soit E accent grave THRE, soit TRE, les deux peuvent se dire. Alors cet urètre va être très différent en longueur chez l'homme et chez la femme. Ceci se comprend bien puisque chez la femme, l'urètre sera court, va s'arrêter au niveau de la vulve, alors que chez l'homme, l'urètre s'engagera dans le pénis et aura environ 12 cm de longueur. Nous y reviendrons aussi. Si nous regardons maintenant la vessie sur une vue postérieure, en prenant l'organe complet, c'est une vue que nous avons déjà faite avec la paroi abdominale antérieure, mais qui est intéressante. Nous pouvons avoir ici donc une vue postérieure de la vessie. Voici cette vessie ici. Alors, suivant les cas masculins ou féminins, vers le bas, nous aurons la prostate ou non. Donc ici, nous allons représenter la vessie complète en vue postérieure. Nous commençons par des généralités, c'est-à-dire c'est une vessie, on va dire unisexe, et puis nous verrons ensuite les différences de rapport chez l'homme et chez la femme. Mais l'organe en tant que tel est identique chez l'homme et chez la femme. Donc ici, c'est une vue postérieure de la vessie. Et nous pourrons voir sur cette vue postérieure, bien sûr, le départ ici de l'urètre, éventuellement la place de la prostate chez l'homme, et nous voyons partir vers l'avant de ce qu'on appelle l'apex de la vessie ou apex vésical. Nous voyons partir une structure fibreuse qui est impaire et médiane, qui va remonter jusqu'au niveau de l'ombilic, ici, et cette structure s'appelle le ligament ombilical médian. Nous l'avons déjà vu donc avec l'étude de la paroi abdominale et notamment du canal inguinal, puisque nous sommes
là dans des structures proches de l'orifice et anneau interne du canal inguinal. Voici ici ce ligament ombilical médian qui part de la vessie, qui est ici vu de l'arrière, et on est là sur la paroi abdominale antérieure. Ce ligament ombilical médian est le résidu embryologique de l'ourac. Donc là, on pourrait bien sûr faire le cours d'embryologie correspondant, mais ici, c'est une simple évocation. Sur les côtés, nous avons, arrivant, des artères iliaques internes que nous avons étudiées avec les vaisseaux. Première branche antérieure, nous y reviendrons, du tronc antérieur, donc qui est le tronc viscéral. Nous avons ici ces artères ombilicales qui ont deux parties ou deux portions. Une portion qu'on appelle la portion patente, donc qui vient ici, qui est la première branche donc, de l'artère iliaque interne, plus exactement du tronc antérieur, qui est le tronc viscéral, le tronc postérieur lui allant vers les parois, comme nous l'avons vu. Donc voici ici cette artère ombilicale qui vient s'obturer chez l'adulte, donc qui bien entendu jusqu'à la naissance et jusqu'à l'obturation du cordon est entièrement perméable et va donc dans le cordon ombilical, mais vient chez l'adulte s'obturer et former ce qu'on appelle la portion occluse. Et cette portion occluse commence juste à la partie antérieure de la vessie. C'est la même artère, simplement, elle s'est bouchée puisqu'on a obturé, on a ligaturé le cordon coupé et ligaturé le cordon ombilical. Donc, nous avons là les artères ombilicales dans leur partie patente, c'est-à-dire la partie fonctionnelle et ouverte, qui vient de l'artère iliaque interne. Donc ça, c'est l'artère ombilicale. Et cette artère ombilicale est donc vient de l'arrière vers l'avant et donc sur les côtés. Nous aurions ici le côté droit et ici le côté gauche, puisque c'est une vue postérieure, et va pouvoir donner ici des branches vers la vessie. Donc c'est une source importante d'artères ici, notamment supravésicale. Nous allons revenir dans un instant sur cette vascularisation. Mais c'est ici pour replacer ces éléments qui rentrent donc bien entendu dans un contexte embryologique. Nous sommes là sur la paroi antérieure de l'abdomen, donc que nous avons étudié avec les parois de l'abdomen et en particulier avec l'orifice du canal inguinal. Chez la femme, vous aurez l'utérus en plus, chez l'homme, vous aurez la prostate. Mais c'est quelque chose qui est similaire. Nous pouvons tout de suite préciser sur ces vues qu'il va y avoir une différenciation musculaire qui va former un anneau musculaire autour de ce qu'on appelle le col de la vessie et qui est le sphincter interne de l'urètre, que je mets ici en orange clair. Donc on peut le mettre systématiquement. C'est en fait un renforcement de la paroi musculaire de la vessie. Ce sont des fibres musculaires lisses, mais il est évident que cela va avoir un rôle important dans la continence et nous y reviendrons. Mais je pense intéressant de tout de suite déjà le remettre systématiquement. Ici, ce sphincter, donc un sphincter, des fibres musculaires circulaires qui, quand elles se contractent, réduisent le calibre et donc ferment le passage. Voilà ici le sphincter interne. Et puis ensuite, c'est la poursuite de l'urètre, soit libre chez la femme, soit avec la prostate chez l'homme, comme nous l'évoquerons. Si on représentait ici une vessie en vue latérale, là on l'a fait en vue postérieure. Si maintenant on représente cette vessie en vue latérale, un petit peu remplie, voici cette vessie. Donc c'est pareil, c'est une vue pleine, c'est une vue latérale gauche. Et on va, avant la coupe, on va ici présenter juste quelques vocabulaires encore. Nous pourrons mettre ici le sphincter.
Et nous avons l'avant qui est ici vers la gauche. Donc c'est une vue ici avec l'avant vers la gauche et le haut. Nous aurons ici la région symphysaire que j'évoque, mais nous reverrons cela sur des coupes. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a dans la vessie plusieurs parties. Une première ici qui est postérieure et qu'on va appeler le fondus. C'est le fond, c'est aussi ce qu'on appelle la base. C'est une région qui a une origine embryologique différente du reste de la vessie et qui est d'origine métanéphrotique. Ceci, on le reverra où vous l'avez vu en embryologie. Et c'est une portion qui est plus rigide et fixe, qui forme en quelque sorte le plancher de la vessie. C'est une région qui ne bougera pas, c'est donc, ça correspond à une face postérieure, postéro-inférieure. Puis, nous trouvons ici une face qui sera antéro-inférieure, ici la face antéro-inférieure, qui est tournée vers la symphyse pubienne. Puis, nous trouvons ici la face supérieure. Cette face supérieure est également appelée le dôme de la vessie, ou aussi appelée la calotte. Calotte. Alors ça, ce sont des termes cliniques et non pas des termes anatomiques. Face supérieure, c'est un terme anatomique. Et c'est cette face supérieure, nous l'avons dit, qui sera recouverte de péritoine. Donc c'est une face qui est péritonisée ici, débordant légèrement sur les côtés. Et puis, nous avons tourné ici vers vous, puisque la vessie n'est pas coupée ici, nous avons la face latérale, donc une face latérale droite, face latérale gauche. Donc, antéro-inférieure, ici la postérieure qui forme le fondus ou la base, qui est une région fixe et qui sert de point d'appui aux fibres musculaires. Et nous avons enfin, à la jonction entre la partie postérieure et la partie antéro-inférieure, une partie rétrécie en entonnoir, et ça, c'est ce qu'on appelle le col vésical. Col vésical. Je vous rappelle qu'en latin, col, c'est colum, donc on peut dire col, comme en français, mais le col en grec, c'est cervix. Cervix, ce qui donne comme préfixe, comme racine cervico, et comme adjectif cervical. Donc en latin colum et en grec cervix, et donc cette région peut s'appeler la région cervicale, avec des fibres ici cervicales. Et au niveau du col, nous avons donc le sphincter interne. Le fondus ou la base est la partie immobile, en quelque sorte le plancher de la vessie, et quand il y a un remplissage, ceci se fait principalement au niveau du dôme ou de la calotte, qui est la partie mobile de la vessie. Donc ceci est important aussi d'un point de vue fonctionnel. Peut-être encore un élément avant les coupes, c'est d'évoquer la structure de la vessie. Nous voyons ici la paroi, et donc plus ou moins épaisse suivant le taux de remplissage, comme le ballon qu'on remplit. Et en fait, il y a, comme presque tous les organes de ce type, plusieurs couches. Premièrement, le plus important, on va dire, c'est la couche musculaire qui en fait est constituée de 3 couches successives. Donc couche musculaire ici. Cette couche musculaire correspond à une couche qui sera longitudinale externe, couche externe longitudinale. Donc si l'on regarde la vessie, on a des fibres longitudinales sur une vue postérieure. Ça, c'est des fibres externes, longitudinales. Puis on va avoir une couche qui sera une couche avec des fibres circulaires, qui sont la couche moyenne et qui sont globalement parallèles, couche moyenne. Et puis en profondeur, on a de nouveau une couche longitudinale, mais qui est en général plus plexiforme, donc qui a des
trajets un petit peu variés qui limitent des cellules. Donc 3 couches musculaires que l'on va couper ici. Puis, nous avons donc en surface, ici, ce sont des couches longitudinales, les circulaires sont moyennes, et de nouveau des longitudinales internes. Puis nous allons trouver une couche sous-muqueuse qui permettra à la muqueuse de se déplacer, c'est du tissu conjonctif qui permettra à la muqueuse de se déplacer sur le muscle en fonction du remplissage. Et puis nous trouverons la muqueuse, que je vais mettre ici exceptionnellement en jaune. Et cette muqueuse est un épithélium qu'on appelle l'épithélium urothélial ou urothélium. Donc ici, la muqueuse, c'est ce qu'on appelle l'urothélium. Vous l'avez vu, vous l'étudierez en histologie. Les tumeurs de la vessie sont extrêmement fréquentes. Elles peuvent être donc de type bénigne ou maligne, ce qu'on va appeler le cancer de la vessie. Le cancer de la vessie va être à 90-95% un carcinome urothélial, c'est-à-dire que ce sont des tumeurs développées à partir de l'épithélium urinaire, de l'urothélium, donc carcinome urothélial, 90-95%, de ce qu'on appelle les tumeurs de la vessie ou le cancer de la vessie, suivant le typage que l'on fera. Et le départ, ce qui va être très important, c'est est-ce que ces tumeurs vont être invasives dans le muscle ou non. Et donc là, on a bien sûr une notion anatomique. Vascularisation, une vue latérale de la vessie, relativement ici remplie. Voici ici cette vue latérale de la vessie, donc qui n'est pas coupée, que nous allons garder dans son ensemble. C'est une vue gauche ici, parce qu'on a l'habitude de faire des coupes en scanner IRM en regardant depuis la gauche, et on a l'habitude de regarder un hémibassin droit lorsqu'on fait une coupe sagittale médiane. Donc du coup, on a quelque chose qui vient se reproduire. Colle vers le bas, voici le ligament ombilical médian. C'est bien une vue latérale gauche, ce qui fait que nous avons l'avant qui est ici vers la droite et le haut en haut. Ici formé, c'est en fait un renforcement mais qui vient de former le sphincter interne et ce sont des fibres musculaires lisses, donc dans la continuité des autres fibres. Nous avons ensuite l'urètre qui va être différent en rapport chez l'homme et chez la femme, comme nous l'avons dit. Si nous regardons cette vascularisation et de façon relativement simple, nous allons voir que les branches viennent toutes de l'artère iliaque interne. Confère le cours de vascularisation que nous avons fait, nous n'allons pas le reprendre dans sa totalité ici. Eh bien, notamment, il y avait un tronc antérieur qui sera un tronc viscéral dans cette artère iliaque interne et un tronc postérieur qui allait vasculariser notamment les régions des parois et puis passer dans la région glutéale. De ce tronc antérieur de l'artère iliaque interne naît l'artère ombilicale que nous avons déjà placée sur la vue postérieure. Nous sommes maintenant sur une vue de profil. Voilà ici cette artère ombilicale qui est une des premières branches ici de cette artère iliaque interne, artère ombilicale, dans sa partie patente, c'est-à-dire la partie qui reste fonctionnelle chez l'adulte et qui va notamment servir à la vascularisation de la vessie par des branches vésicales, ici, qui viendra rejoindre la région ombilicale. Donc voici cette artère ombilicale qui vient donner chez l'homme et chez la femme des artères à la partie haute et latérale de la vessie, et ce sont là des pédicules qui vont donner des artères vésicales supérieures. Donc nous sommes là sur l'artère iliaque interne que nous avons étudiée. Ici, l'artère ombilicale qui donne des artères vésicales supérieures, avec des petites différences chez l'homme et chez la femme, puisqu'il y a l'utérus, le tronc antérieur ici de l'artère
iliaque interne va donner une artère, souvent également de type supravésical, qui vient rejoindre la région. Là aussi, il y aura des petites différences en fonction de la présence de l'utérus et de l'artère utérine plus ou moins développée. Nous sommes là donc dans des pédicules artérielles qui sont supérieures, artères ou branches vésicales supérieures et artères supravésicales. Je vous rappelle que cette artère iliaque interne, et je ne reviens pas sur l'ensemble, vient sortir du pelvis puis re-rentrer en faisant une courbe qui vient constituer l'artère pudendale interne qui va se terminer en artère dorsale du pénis ou artère dorsale du clitoris. Ici, la région symphysaire. Donc ici, région symphysaire. Et cette artère, donc ce tronc antérieur de l'artère iliaque interne, confère le cours que nous avons fait, vient donner ici l'artère pudendale interne qui vient ensuite se terminer par l'artère dorsale du pénis ou du clitoris. Ceci en étant passé autour du ligament sacro-épineux. Et c'est ici l'artère pudendale interne qui est donc au niveau du périnée, et on comprend qu'il pourra y avoir là des branches ascendantes, également ici prévésicales, qui seront des artères vésicales inférieures qui naissent de ce système. Nous sommes toujours sur l'artère iliaque interne, sur ce tronc antérieur. Je vous l'ai dit, il y a de nombreuses variations, mais globalement, il y a un tronc postérieur pariétal et un tronc antérieur viscéral. Et il y a des branches donc supérieures qui viennent directement de la partie iliaque interne proprement dite, et il y a des branches inférieures qui viennent ici par la poursuite de cette artère en artère pudendale interne, comme nous l'avons vu dans le cours sur la vascularisation du pelvis. Donc plusieurs sources qu'il faudra effectivement contrôler d'un point de vue chirurgical lorsqu'on intervient sur cette vessie. De manière similaire, les veines vont venir se drainer vers la veine iliaque interne. La différence est que les veines vont former des plexus. C'est souvent le cas au niveau du pelvis. Et donc, en fait, ici, nous avons des plexus qui sont autour de la vessie. C'est beaucoup moins organisé. Et ces plexus donc, sont aussi veineux, sont aussi beaucoup plus difficiles à contrôler chirurgicalement et vont venir se drainer en particulier vers un plexus veineux rétropubien. Plexus veineux rétropubien que nous avons ici coupé. Ce plexus veineux rétropubien, on peut aussi l'appeler plexus prévésical et il porte classiquement le nom de plexus veineux de Retzius. Plexus veineux de Retzius. Ce n'est pas dans la terminologie anatomique internationale. En revanche, c'est très important d'un point de vue chirurgical, car en effet, ici, lorsqu'on fait par exemple des cystectomies, si on enlève la vessie ou des interventions où on a une voie d'abord ici rétropubienne, eh bien, c'est une source de saignement très important qui sera un saignement difficilement contrôlable. Les veines sont toujours plus difficiles à identifier et à ligaturer, et donc on a effectivement un niveau de sang qui monte, et c'est considéré comme un des dangers classiques de la région. Et puis, l'ensemble de ces plexus veineux ici, qui sont sur la vessie, vont venir eh bien, se drainer vers la veine pudendale interne. En général, il y en a deux où elles sont même plexiformes. Et puis, l'ensemble viendra se drainer dans la veine iliaque interne. Donc là, souvent, c'est quelque chose de plexueux avec deux veines pour une artère. Donc voici ici ces éléments qui vont là aussi devoir être contrôlés d'un point de vue chirurgical. Le niveau, c'est en général au niveau terminal qu'il n'y a plus qu'une seule veine, et puis avant, deux, et avec souvent un aspect plexiforme. Et ceci naît de la veine dorsale du pénis ou de la veine dorsale
du clitoris. Encore une fois, c'est une vue latérale gauche. Hein. Vue latérale gauche. Ici, nous pouvons représenter la paroi. Nous pouvons ensuite rappeler bien sûr la présence ici du péritoine, ce n'est pas anodin, péritoine ici qui tapisse la face supérieure et péritoine qui vient tapisser les différents éléments vasculaires qui sont rétropéritonéaux ou sous-péritonéaux. Puis nous pouvons également maintenant placer des lymphatiques. Alors ces lymphatiques seront bien sûr importants en pratique carcinologique. Il y aura des lymphoneux que je mets ici en marron, des lymphoneux prévésicaux. Il y a des lymphoneux latéraux-vésicaux. Il y a des lymphoneux rétro-vésicaux. Et l'ensemble va venir se drainer de ces lymphatiques. Eh bien, dans les lymphoneux iliaques internes et des lymphoneux iliaques internes, nous irons vers les lymphoneux du promontoire. Donc bien sûr, tout ceci étant lié par de très fins vaisseaux lymphatiques qui sont très difficiles à disséquer. Ce qu'on voit surtout, ce sont bien sûr les lymphoneux et dont il faudra bien sûr tenir compte dans la chirurgie. Vascularisation, à présent innervation, que je vais finalement aussi faire ici sur un schéma plus réduit en dessous. Nous allons reprendre finalement ce même type de vue en le simplifiant un petit peu. Voici ici de nouveau cette vessie. On pourrait rajouter les nerfs dessus, mais ce sera plus facile quand même d'avoir une structure spécifique. Donc voici ici cette vessie. Et nous avons vu cette innervation avec l'étude des nerfs du pelvis. Il va y avoir là du muscle lisse et donc une innervation de type viscéral qui sera le système nerveux végétatif ou système nerveux autonome pour l'ensemble de cette musculature lisse et ici pour la région du sphincter interne qui en est une prolongation. Toujours cette même vue latérale gauche. Nous pouvons rajouter un terme sur le muscle, et nous le verrons sur la coupe, mais le muscle de l'ensemble du corps ici de la vessie est appelé le détrusor. Donc ici c'est le corps qui est l'essentiel par rapport à la base, et nous avons là un muscle qui s'appelle le détrusor. Le détrusor vesicae, le détrusor de la vessie, on dit souvent détrusor tout court, mais il faut dire détrusor de la vessie, c'est ce muscle-là. Et donc ce muscle détrusor, qui est l'ensemble des fibres musculaires lisses de la vessie, plus ici le sphincter interne, vont être innervés par des branches, je vous rappelle, du plexus hypogastrique. Ce plexus hypogastrique est une lame irrégulière qui est latéro-rectale comme on l'a évoqué avec le système nerveux et comme on le reverra, et qui reçoit des afférences sympathiques et parasympathiques. Les afférences sympathiques, on peut les mettre en violet, viennent des nœuds lymphatiques, des ganglions lymphatiques S1, S2, S3. Donc ganglions sympathiques ici, qui proviennent des chaînes sympathiques latéraux-vertébrales, ici latéraux-sacrés, comme nous l'avons évoqué avec ce plexus S1, S2, S3. Puis il va y avoir des branches parasympathiques que je vais mettre ici en vert et qui arrivent par les nerfs spinaux depuis des centres lombaux et arrivent par les nerfs spinaux S1, S2, S3. Ce qui fait que dans le plexus hypogastrique ici, qui est donc un mélange de fibres, qui est une lame nerveuse, on dit parfois aussi plexus hypogastrique inférieur, mais quand on parle de celui-là, en général, on peut dire plexus hypogastrique tout court, eh bien de cette lame nerveuse qui est sagittale antéro-postérieure sur les côtés du rectum, vont partir des branches qui se dirigent latéralement de chaque côté droit et gauche, et qui seront donc des branches ici nerveuses
vésicale. Donc cette innervation, bien sûr, est une innervation végétative. Il y aura deux types de fibres. Des fibres afférentes, c'est-à-dire qui vont véhiculer la sensibilité de la vessie, et c'est très important. C'est l'information, certes inconsciente pendant longtemps, mais qui devient consciente à un moment donné, c'est l'information du taux de remplissage. Si vous n'avez pas cette information, eh bien, la miction sera perturbée. Donc, il y a des fibres afférentes qui sont viscéro-sensitives et il y a donc qui vont vers le système nerveux. Afférentes, elles apportent l'information sensitive, et vous avez d'autre part des fibres efférentes qui sont aussi appelées viscéromotrices, qui vont avoir un rôle, bien sûr, sur la contraction musculaire. Et ces fibres vont aller jusqu'au niveau ici du sphincter interne. Donc, voilà ces branches nerveuses qui viennent du plexus hypogastrique qui est latéro-rectal, et nous reverrons cela avec notamment le rectum. On peut remettre ici le repère de la symphyse pubienne. Ceci signifie bien sûr que quand on fait des chirurgies paravésicales ou prostatiques, il faudra faire attention à protéger ces nerfs. Et maintenant, le rappel des différentes fonctions. Le système sympathique, donc qu'on abrège classiquement avec le sigma, le système sympathique est adrénergique. Il est adrénergique. Et le système parasympathique est, donc on écrit là aussi en abrégé para avec un sigma, c'est l'abréviation classique quand on prend des notes, pas dans une copie, est cholinergique. Ça, c'est le principe même de ces deux parties du système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Nous l'avons vu avec les nerfs du pelvis. C'est ici juste ce qui concerne la vessie. Donc ce qui est très intéressant, bien entendu, et ça a été une découverte fin du 19e, début du 20e siècle, c'est qu'il y a un substrat anatomique, ce sont les nerfs. Mais, et donc on a pu faire de la chirurgie, par exemple, couper des nerfs pour enlever des douleurs, etc. Ou augmenter des fonctions au niveau sympathique, parasympathique. Mais il y a aussi derrière toute la partie des neurotransmetteurs, ici adrénergique, cholinergique, et on peut non seulement agir sur les nerfs comme on le faisait autrefois chirurgicalement et qui ne se fait plus, mais on va bien sûr intervenir sur des médicaments de type cholinergique ou anticholinergique par exemple. Alors, le système adrénergique ici va amener une contraction du sphincter. Contraction du sphincter interne. Donc, contraction du sphincter interne et en même temps un relâchement du muscle détrusor. C'est-à-dire qu'il y a là une contraction des fibres de la région du col et au contraire un relâchement des fibres du corps. C'est-à-dire que le système adrénergique va ici amener à la contention urinaire et au remplissage. Alors que le système parasympathique, lui, va venir contracter le détrusor, contraction du détrusor, et donc aussi relâchement du sphincter, c'est-à-dire que le sphincter s'ouvre, le robinet est ouvert, ça peut couler, contraction détrusor, et cette contraction du détrusor, c'est-à-dire que toutes les fibres que nous avons vues de la couche musculaire, de cette partie mobile ici, viennent se contracter, le sphincter est dilaté, c'est-à-dire que nous sommes là dans la miction. Donc parasympathique, ici on est là dans la miction. Alors c'est une fois de plus, comme pour beaucoup, comme pour tous les organes, des mécanismes qui sont absolument fascinants. Et
qui demande une régulation extrêmement fine. Dès que vous avez une perturbation, c'est une perturbation de la miction et donc soit une impossibilité avec un globe vésical, soit au contraire une incontinence urinaire. Donc ce contrôle nerveux sera ici très important. Mais nous sommes là sur le système nerveux vésical avec ce plexus hypogastrique, les afférences sympathiques et parasympathiques. Sympathiques, c'est les troncs sympathiques latéraux-vertébraux qui descendent de chaque côté du sacrum, donc très caractéristique avec ces ganglions sympathiques. Le parasympathique, lui, je vous rappelle, au niveau de la tête, du tronc et de l'abdomen, est véhiculé par le nerf vague. Le nerf vague, 10e paire de nerfs crâniens, c'est le gros contingent parasympathique du corps, alors qu'ici, il y a excusez-moi, des filets parasympathiques spécifiques pelviens qui naissent de centre au niveau de l'extrémité inférieure de la moelle, de la partie lombosacrale de la moelle, et qui vont donner ces filets qui passent par les nerfs spinaux. Mais il y a des contrôles supérieurs, suprasegmentaires, et en particulier, nous allons trouver des centres pontiques. Alors ceci serait un autre cours, d'une part c'est de la physiologie, c'est de l'urologie, et ce serait un cours qui serait anatomie de la miction, ce qui n'est pas le but ici, là c'est bien une anatomie de la vessie, mais il faut quand même l'évoquer. Donc il y a des centres pontiques, avec notamment un centre qui va favoriser la miction, un centre qui va favoriser le remplissage. Donc on retrouve la dualité entre sympathique et parasympathique au niveau pontique. Puis on va trouver ensuite un contrôle au niveau hypothalamique. Hypothalamus, c'est normal, puisque de toute façon, l'hypothalamus contrôle toutes ses fonctions internes, la température, la soif, la faim. Et donc la soif, sensation de soif au niveau de l'hypothalamus va bien sûr avoir un lien avec les besoins ressentis ou non d'uriner. Mais il y a encore en plus une partie consciente, et là on est au niveau cortical avec plusieurs zones, ce qui fait qu'il y a tous ces niveaux qui vont être importants. Et dans des pathologies de type accidents vasculaires cérébraux, on va pouvoir avoir des atteintes donc supérieures du système qui contrôle la miction, alors qu'ici tout fonctionnerait bien. De même, lors d'atteinte pontique, nous pourrons avoir des lésions neurologiques caractéristiques, ce qu'on appelle parfois des vessies neurologiques, et bien sûr, dans tous les traumatismes de la moelle, sections de la moelle qui vont amener une paraplégie ou une tétraplégie, eh bien, l'absence de contrôle des centres supérieurs amènera par exemple uniquement à une miction de type réflexe ou à une incontinence. Donc c'est ici quelque chose qui est très complexe, c'est un autre cours, c'est l'anatomie, les bases anatomiques de la miction, c'est aussi la physiologie de la miction et la pathologie de la miction. Malgré tout, je reviens sur cette notion de contrôle supérieur qui fait que, par exemple, déjà sur le besoin d'uriner, c'est la sensation qui peut devenir une sensation impérieuse et donc qui est extrêmement désagréable. Mais le côté psychologique et psychique est très important, et notamment aussi la notion de stress. Si tout d'un coup vous sentez que vous avez envie d'uriner, donc théoriquement on est à peu près à 200 millilitres, suivant que vous n'avez rien à faire et que vous n'avez que ça à penser, ou si vous focalisez dessus, ça va rapidement devenir absolument infernal. Vous avez envie d'uriner, mais finalement vous êtes au cinéma, vous dites oh, je ne vais pas tenir, mais en fait le film est captivant et vous oubliez complètement votre vessie parce que vous avez la capacité corticale d'inhiber cette information. Et dès que le film se finit, hop, l'aventure est terminée et là, le besoin se refait sentir. Donc vous voyez que là, le contrôle cortical est important. Contrôle cortical, limbique et hypothalamique que l'on ressent aussi lors de stress, c'est ce qu'on appelle pisser de rire. Alors pisser de rire, ça peut être une incontinence d'effort, mais pisser de rire, c'est aussi quand vous avez une très forte émotion, eh bien, la personne va effectivement avoir un déséquilibre sympathique-parasympathique et une miction involontaire qui se fait. C'est aussi pisser de peur. Hein. Parfois pisser dans sa culotte, ça a plusieurs significations, mais pisser dans sa culotte, ça veut dire qu'on a peur, et la peur est une émotion, on est bien au niveau cortical, parce que ça rappelle des souvenirs, parce qu'on voit quelque chose, c'est donc conscient,
mais on a un processus inconscient qui va libérer les urines. Alors c'est ce qu'on voit parfois dans des bandes dessinées ou dans des dessins animés, où vous avez un personnage qui a un pantalon, et puis en face vous avez un monstre qui arrive, et vous voyez, c'est imagé, vous voyez l'humidité qui apparaît de la culotte ou du pantalon, qui montre bien qu'il y a là une perte d'urine involontaire liée à un stress. Il y a d'autres exemples comme cela, mais c'est bien sûr pour montrer la complexité de ce contrôle nerveux, et c'est fondamental. Alors, nous allons maintenant voir la structure interne, morphologie externe, structure de la paroi, et maintenant la morphologie interne. Et nous allons pour cela faire les deux vues annoncées. Nous allons faire une première vue qui sera une coupe frontale avec une vessie qui sera relativement remplie ici. Là aussi unisexe pour l'instant. Donc voici ici cette vessie. Avec vers le bas le col vésical. Donc c'est une coupe frontale et nous regardons la moitié postérieure, c'est ce qu'on avait vu ici, on regarde la moitié postérieure de l'intérieur. Donc nous voyons ici les contours de la vessie, c'est une coupe donc frontale, et nous voyons la moitié postérieure de la vessie. Nous allons trouver ici la muqueuse, qui est donc toujours relativement plissée, sauf lorsque on a un remplissage maximal. Il y a des replis ici. Et c'est aussi donc la couche musculaire. Je ne redétaille pas les deux éléments. Nous allons avoir au niveau du col, ici le départ de l'urtère. Nous verrons les différences chez l'homme et chez la femme. Et nous avons ici le muscle sphincter interne, donc qui sont des fibres circulaires sous la dépendance ici donc du système nerveux autonome. Comme nous l'avons dit, sphincter interne qui est fermé, contracté sous le contrôle sympathique et qui vient au contraire être relâché sous influence parasympathique. Nous voyons là l'intérieur de la vessie. Et il y a une région basale qui correspond ici à la région du fundus. Donc nous regardons ceci de l'intérieur. Et dans cette région du fundus, il y a une région qu'on appelle le trigone vésical. Trigone vésical, c'est-à-dire que nous allons ici avoir un triangle. Et ce trigone vésical va correspondre, pour les trois pointes du triangle, pour les trois extrémités du triangle, eh bien, aux ostiums ici des uretères droit et gauche, ostium des uretères droit et gauche, et l'autre ici, pointe du triangle, sera l'ostium interne de l'urètre. Ostium ici interne de l'urètre. Entre les deux ostiums des uretères, nous avons un repli transversal, ici, qu'on appelle le repli interurétérique. Ceci se voit bien. Donc une forme de barre ici, interurétérique. Et elle va être très intéressante dans les examens internes de la vessie, c'est-à-dire la cystoscopie, puisque on trouvera l'orifice des uretères à l'extrémité de cette barre ici, de ce pli interurétérique. Parfois, et surtout chez les personnes âgées, il peut y avoir un petit repli, une petite gouttière derrière, qui vient s'exagérer éventuellement avec l'âge et formant une poche, donc qui est le repli interurétérique au-dessus de cette barre. En dessous, eh bien, la structure musculaire est plus dense, la vascularisation est différente, il y a plus de tissu fibreux. Ça forme donc une espèce de plaque triangulaire qui va servir de plancher à la vessie. Et nous avons ici cet aspect triangulaire qui vient converger vers l'ostium interne de l'urètre. Donc ici, ostium interne de l'urètre. Et ostium interne de l'urètre. Donc c'est une structure qui a un aspect plus blanchâtre. Pourquoi? Parce que la vascularisation est différente, la musculature aussi un petit peu, et un petit peu plus de tissu fibreux, avec une organisation musculaire spécifique de fibres transversales et de fibres obliques.
Donc voilà le trigone vésical qui tranche nettement par rapport au reste de la muqueuse et qui sera la région immobile, c'est la région du plancher, et cette origine ici d'un point de vue embryologique est métanéphrotique. Et vers le bas, nous trouvons ici l'uvule du trigone vésical, donc qui est caractéristique et qui est une petite région uvule en forme d'olive ou en forme elliptique qui correspond en fait à un petit plexus veineux sous-muqueux mais qui est aussi caractéristique. Et ici, on a donc l'entrée de l'urètre avec le sphincter interne. Présenter des replis qui vont s'accentuer avec l'âge et qui peuvent former également même des diverticules. Ces replis muqueux sont à la fois une réserve pour le remplissage, pour l'extension, et sont la trace de la couche musculaire interne qui est une couche plexiforme. Donc ceci, cette coupe, nous pouvons ensuite placer, rappeler qu'il y aura de l'adventice, c'est-à-dire ici sur les côtés, il y a bien sûr toujours un petit peu de tissu fibreux autour d'un muscle. Ce tissu fibreux va pouvoir permettre d'une part de protéger les fibres musculaires, c'est l'enveloppe de tout muscle d'avoir un tissu conjonctif, un peu comme un fascia, ici c'est l'adventice, la couche fibreuse, et ceci viendra permettre les mouvements de la vessie aussi par rapport au plan voisin. Le péritoine est adhérent ici à la face supérieure de la vessie et fortement adhérent, c'est pas facile de décoller ici le péritoine qui vient ensuite se réfléchir sur les côtés. C'est donc ici une vue antérieure de l'intérieur de la vessie, les urtères qui seront rétropéritonéaux et sous-péritonéaux et qui vont donc arriver ici sur les côtés, urtère droit, urtère gauche, et qui vont longer la face postérieure de la vessie pour rejoindre, pour s'engager dans la paroi vésicale. Donc ici, nous allons mettre cela en pointillé. Je rappelle qu'il y a là, nous l'avons évoqué avec les urtères, mais nous le rappelons ici, il y a d'abord un trajet qui est rétrovésical, partie rétrovésicale, partie pelvienne de l'urtère, urtère ici droit, urtère gauche, mais il y a aussi une portion intramurale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'urtère pénètre dans la paroi, on dit un petit peu un trajet en sifflet, et ceci va être un mécanisme, un des mécanismes anti-reflux. Si l'on coupe ici la paroi de la vessie, faire ici une petite coupe simple, voici la paroi de la vessie, l'urétère qui vient s'engager ici pour aller jusqu'à son ostium. Voilà l'urtère. Il est d'abord rétrovésical, puis il est dans la paroi, et enfin il se retrouve à l'intérieur de la paroi. Donc voici ici la paroi musculaire, on va dire, et muqueuse, pour en rajouter le jaune de l'urothélium, de la vessie. Voilà, ici la paroi vésicale. Donc, nous avons ici, on peut rajouter l'adventice, la partie externe de la vessie. Nous avons ensuite en dedans la sous-muqueuse et la muqueuse qui est l'urothélium. Et nous voyons ici qu'il y a donc cette partie intramurale de l'urtère. Et on comprend que lorsque le muscle ici est contracté ou dilaté par le remplissage, eh bien, ceci vient fermer, c'est un mécanisme anti-reflux. Donc ça, c'est la partie intramurale. Cette partie fait environ 1,5 à 2 cm, partie intramurale. 1,5 à 2 cm, c'est-à-dire, je vous rappelle, à peu près 2 cm égale 1 travers de doigt, donc un petit peu moins d'un travers de doigt qui se fait dans cette région. Il y a là, nous sommes à la partie postérieure de la vessie, il y a là plusieurs pathologies. Il y a une pathologie congénitale qu'on avait déjà évoquée avec l'urétère, qui est le syndrome de la jonction urétéro-vésicale. Syndrome de la jonction urétéro-vésicale, de manière congénitale, c'est souvent d'un côté, plus souvent du côté gauche, eh bien,
l'urine ne peut pas passer. Ce qui fait qu'en amont, il va y avoir une dilatation, ça va donner un méga urtère, et ceci retentit sur les cavités piélo-calicielles, va donner une hydronéphrose, et donc va éventuellement perdre le rein. C'est quelque chose que l'on peut détecter très tôt, déjà en échographie obstétricale, et une fois qu'on a détecté ça, il faut bien sûr à la naissance intervenir rapidement pour éviter que le rein, par l'hydronéphrose, devienne non fonctionnel. Donc il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on fait parfois, c'est une dérivation temporaire de l'urtère qu'on abouche à la peau, une hérétérostomie, et on fait l'intervention en un deuxième temps pour regreffer l'urtère. Donc là, ici, c'est un point très particulier, c'est le syndrome de la jonction urétéro-vésicale, et qui est quelque chose de congénital et qu'il faut donc détecter le plus tôt possible, car en amont, vous aurez un méga urtère. Je ne refais pas le dessin, mais ici, sur une UIV ou sur une échographie, vous aurez un urtère très dilaté qui peut monter à 3-4 cm. Et ça se répercute sur la dilatation des cavités piélo-calicielles. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est plus fréquent chez la fille. Ce mécanisme est un mécanisme anti-reflux. Et effectivement, il n'est pas prévu que l'urine puisse retourner vers les urtères. Donc l'urine est sécrétée par les reins, s'accumule dans la vessie, mais théoriquement ne remonte pas. Et ceci est une protection pour les reins, et notamment une protection infectieuse. Si vous avez une infection ici dans la vessie, ça évite notamment qu'elle remonte. Mais c'est aussi des problèmes de pression pour ne pas léser le rein. Petite parenthèse, puisqu'ici nous sommes sur l'urtère qui arrive de chaque côté et qui amène l'urine. Donc si on a un syndrome de la jonction, dilatation de l'urtère qui peut retentir sur les cavités localicielles et avec une hydronéphrose sur le parenchyme rénal, en gros, par jour, c'est environ 180 litres de sang, 180 litres de sang qui sont filtrés par les reins. Et au final, c'est entre 1 et 1,5 litres d'urine. Donc ça fait 750 ml par urtère. Donc vous avez par jour environ 1 à 1,5 litres d'urine, 1 à 1,5 litres de diurèse normale. Et en fait, ceci va s'évacuer en 5 à 7 mictions d'environ 200 millilitres. Donc diurèse normale 1 à 1,5 litres et 5 à 7 mictions. Si on a moins de sécrétion d'urine, c'est ce qu'on va appeler une oligurie, c'est inférieur à 500 ml. Et quand on est en dessous de 100 ml, on va parler d'anurie, d'oligo-anurie, mais d'anurie. Et nous sommes là en situation d'insuffisance rénale aiguë. C'est une urgence vitale extrême avec de multiples possibilités. Donc nous avons là le fait qu'il n'y ait plus d'urine qui arrive et nous sommes soit en oligurie, soit en anurie. Quand il y a trop d'urine, c'est la polyurie. Là aussi, plusieurs possibilités, mais notamment dans des syndromes diabétiques. Donc, diurèse normale à 1,5 litre. Il faut bien différencier l'anurie, c'est-à-dire que c'est au niveau rénal qui va être lié à une insuffisance rénale aiguë et à une urgence, de la non-miction. Et c'est très différent et en traitement et en cause. Vous pouvez ne pas avoir d'urine parce que c'est bouché. Chez l'homme, c'est en particulier la prostate, mais ça peut être une tumeur, ça peut être un calcul qui vient se coincer. Donc attention, bien sûr, mais là, en général, les gens ont mal, ça dépend du contexte ou de l'état neurologique, mais c'est bien sûr complètement différent. L'un est un problème général, insuffisance rénale aiguë, anurie. L'autre, c'est que ça ne coule pas pour une raison mécanique. Comme ici, nous sommes dans une cavité creuse lorsqu'elle est remplie, eh bien, on peut aller rentrer dans cette cavité. Et en fait, c'est ce qu'on fait depuis l'Antiquité. Déjà, au moins l'époque romaine, mais c'est sans doute beaucoup plus ancien, plusieurs millénaires. Parce que parmi les pathologies, il y avait des calculs, ce qu'on appelle la lithiase vésicale. Il y a donc des lithiases rénales, des lithiases vésicales. Ces lithiases vésicales étaient extrêmement fréquentes, c'est ce qu'on appelle la maladie de la pierre, depuis toujours. Et ces lithiases vésicales ont disparu dans les pays occidentaux, ont disparu au cours du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe et XIXe siècle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est rarissime d'avoir de tels calculs. Mais c'était extrêmement fréquent,
toutes les couches sociales avant. Cela existe encore dans des pays où il y a une malnutrition et des défauts d'accès aux antibiotiques, c'est-à-dire que des infections répétées peuvent provoquer des calculs. Toujours est-il que ce problème des calculs est depuis l'aube de l'humanité, et donc on avait essayé de les enlever. Et quand ils se coinçaient ici, eh bien, on faisait des sondages, donc sondes urinaires en bronze, qu'on a de l'époque romaine, d'Herculanum ou de Pompéi. Donc c'est très ancien d'aller dans la vessie par l'urètre. C'est plus facile chez la femme que chez l'homme, je le redirai. Et puis, on a ensuite inventé, c'est 1865, les premières endoscopies. Donc endoscopie, on a un tube métallique qu'on rentre dans l'urètre. Donc chez l'homme, c'est plus délicat que chez la femme, puisque chez l'homme, on a un long urètre. Chez la femme, c'est court et ce sera facile. Mais on rentre ce tube, donc 1865, Paris, on rentre le tube. Au bout, il y a un petit éclairage avec une chandelle et on peut aller regarder la vessie ou enlever des éléments. C'est ce qu'on appelle la cystoscopie avec un cystoscope. Et donc ceci, on le voit, c'est une vue qui serait une vue cystoscopique qui sera très importante. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a des endoscopes souples et on a complètement transformé les choses avec des aspects aussi qui sont miniaturisés et numérisés. Mais ceci est important, c'est vraiment du quotidien en urologie que de faire ces cystoscopies. Nous allons maintenant refaire une coupe. Donc là, ici, c'est une coupe frontale. Nous pouvons peut-être juste mettre les éléments. Nous sommes ici à droite, nous sommes ici à gauche, et c'est donc une coupe frontale, et on peut mettre ça ici, frontale. Maintenant, nous allons faire une coupe sagittale, qui va ressembler à ce que nous avons déjà vu, et nous allons avoir ici cet aspect donc avec l'apex de la vessie, et qui remonte ici, le fundus. Donc c'est un peu vraiment proche de ce que nous avions fait comme vue, mais simplement pour être complémentaire. Voici ici eh bien, cette section sagittale médiane de la vessie, où nous retrouvons les éléments que nous avions vus en morphologie externe, mais à présent qui sont en coupe, c'est-à-dire ici le muscle, la muqueuse. Nous trouvons ici le sphincter interne de l'urètre. Et puis, nous allons voir ici, sur le côté, eh bien, l'ostium de l'urtère droit, avec la crête interurétérique qui va venir ici rejoindre le côté opposé. Nous pourrons trouver la région ici de l'uvule, et nous sommes là donc dans la région du trigone. Et nous avons ici l'urtère, donc qui arrive, nous l'avons étudié par ailleurs, ici donc l'urtère droit, qui arrive ici et qui vient se jeter au niveau de l'ostium de l'urtère. Et le reste, toujours ici en vue endoscopique, eh bien vous avez cette muqueuse et ces replis, éventuellement des diverticules. Plus c'est rempli, moins il y a de replis. Avec l'âge, il y a des diverticules possibles qui viennent se former, et aussi des aspects qu'on appelle vessie de lutte, mais vous verrez cela dans d'autres cours plus spécifiques. Nous pouvons mettre ici le ligament ombilical médian, vestige de l'ouraque qui part ici vers l'avant. Nous pouvons mettre le péritoine qui tapisse la face supérieure. Donc ici on aura d'un point de vue histologie muqueuse, musculeuse, séreuse, et ici l'urtère qui est bien sûr sous-péritonéal. Nous pouvons placer ici sur cette coupe, au moins pour mémoire, nous pouvons placer ici la symphyse pubienne, qui est un repère important. Alors, ici on peut déjà évoquer quelques éléments. Lorsqu'il y a un globe vésical, c'est-à-dire quelque chose d'énorme, 1 litre, 2 litres, c'est quelqu'un qui va sentir qu'il ne peut plus uriner. Donc il y a absence d'émission d'urine et une douleur qui va monter progressivement. Comme tout organe, quand c'est distendu, eh bien ça va faire mal.
Et donc la personne sait, elle a de plus en plus mal, mais elle sait qu'elle voudrait uriner, mais elle ne peut pas. Soit parce que c'est bouché par une tumeur, soit très fréquent chez l'homme parce que c'est la prostate, et éventuellement neurologique. Nous reverrons bien sûr les différents rapports. Nous sommes là dans quelque chose d'unisexe, encore une fois. Donc, quelles sont les possibilités? Vous avez un globe. Le globe vésical fait mal. En plus, le globe vésical va venir amener un reflux dans les uretères et éventuellement une dilatation piédo-calicielle avec des conséquences sur la fonction du rein. Donc, il faut le traiter d'urgence. Il y a deux possibilités. Alors, chez la femme, c'est rare parce qu'on va le redire dans un instant, l'urtère est court. 4 cm, et donc c'est plus rare que ça se bouche. Chez l'homme, c'est fréquent parce qu'on a un tuyau qui est long et surtout parce qu'on a ici la prostate qui peut comprimer. Donc, première possibilité, eh bien, on va faire un sondage. Ça peut être un sondage sur un moment, soit une sonde urinaire à demeure, donc qu'on garde sur des jours, des semaines. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre la sonde par l'orifice de l'urètre, c'est-à-dire au niveau de la vulve chez la femme, au niveau du gland, l'extrémité du pénis chez l'homme, et on rentre cette sonde et le liquide coule dans une poche, par exemple. On pourrait le laisser couler dans un seau. Mais donc ça, c'est le sondage. C'est-à-dire qu'on utilise la voie naturelle qui est l'urètre. S'il y a une grosse tumeur, s'il y a une grosse prostate, la sonde ne peut pas passer. Et une autre possibilité, donc ça c'est une première voie, c'est la voie ici du sondage. C'est aussi la voie de la cystoscopie. Sondage et cystoscopie. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le cathétérisme suspubien. On va remettre ici la paroi. Cathétérisme suspubien, où on va piquer à peu près à 2 travers de doigts au-dessus de la symphyse. C'est facile ici, la symphyse, le pubis, puisque c'est osseux, on en sent bien le bord supérieur. Environ 2 travers de doigts au-dessus. Et là, cathéter, donc cathétérisme suspubien, et on va piquer. Alors ici, la vessie n'est pas tout à fait assez remplie pour en fait pouvoir le faire. Mais pour faire cela, il faut bien sûr s'assurer qu'il y a un globe vésical, pas simplement qu'on a un gros ventre, parce que si vous piquez dans une anse intestinale, derrière, vous allez avoir toute une série d'autres complications. Donc, il faut s'assurer du globe, c'est la clinique, et c'est aussi l'échographie qui peut, si besoin, le confirmer. Mais enfin, un diagnostic de globe, il n'y a pas besoin de faire une échographie. Donc, ce sont 2 voies pour vider une vessie qui ne se vide pas normalement et qui est un globe. C'est le cathétérisme suspubien ou suprapubien, 2 travers de doigts au-dessus, ou bien la sonde. Nous allons faire une coupe sagittale médiane chez l'homme, une coupe sagittale chez la femme, qui nous permettra de voir en première approximation ces différents éléments. Tout d'abord ici, une coupe chez l'homme, où nous allons avoir le sacrum. Ici, donc c'est des coupes que nous avons fait de nombreuses fois avec les parois. Voici donc la coupe du sacrum, coupe sagittale médiane. La moitié supérieure du sacrum correspond à peu près aux 2 premières vertèbres sacrales, la moitié inférieure aux 3 autres vertèbres sacrales. C'est ici une coupe, nous voyons l'os spongieux, la trace de la synostose des vertèbres. Et puis nous avons ici le coccyx qui est le plus souvent constitué de 2 pièces et de 4 vertèbres coccygiennes. Puis nous avons ici la région de la 5e, du corps de la 5e vertèbre lombale, qui est la vertèbre cunéiforme, là aussi os spongieux, L5. Nous avons en arrière le processus épineux de L5, canal vertébral. Puis nous avons ici le canal sacral qui est fermé jusqu'au niveau de S4 et qui est ouvert en dessous. Une symphyse vertébrale, c'est ici le disque L5, S1 avec les possibilités donc de hernie discale, annulus fibrosus en périphérie, nucleus pulposus au centre, décalé un petit peu vers l'arrière. Nous pouvons placer, nous n'en aurons pas vraiment besoin ici, il y aurait la face latérale ici du sacrum, et nous pouvons mettre ici la ligne terminale qui vient nous amener à la région de la symphyse pubienne. Symphyse pubienne que voici.
Donc nous referons ces vues en grand. C'est simplement ici donc une première approche pour placer les rapports de la vessie. Nous allons ici avoir cette coupe sagittale médiane avec un hémi-bassin droit. Nous sommes là chez l'homme, c'est-à-dire un individu masculin. Et ce sera très simple, car il n'y a finalement que la vessie et l'urètre, et le rectum. Mais l'urètre va être entouré par la prostate. Donc voici ici cette vessie qui vient aller au-dessus, quand elle est remplie, de la symphyse. Voici cette vessie. Et chez l'homme, nous aurons un cours spécifique prochain sur la prostate. Nous avons ici l'urètre qui va être entouré par la prostate. C'est ce qu'on appelle l'urètre prostatique, puis ensuite urètre membraneux, puis ensuite urètre spongieux. Nous nous intéressons ici pour l'instant à la partie prostatique. Donc voici ici cette vessie chez l'homme, donc qui est exactement ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Nous allons trouver le sphincter interne de l'urètre, ici. Et nous allons trouver, que nous étudierons la prochaine fois, donc je fais simple ou dans un prochain cours, voici ici une glande génitale qui vient entourer l'urètre, c'est ce qu'on appelle du coup l'urètre prostatique, qui entoure complètement l'urètre et qui est donc un problème majeur, car lorsqu'elle augmente de volume, elle va pouvoir comprimer cette urètre et donc est une source de globe vésical. Prostate qui est ici entourée d'un fascia, et comme je l'ai dit, nous aurons un cours spécifique sur cette prostate, car ça le mérite, notamment les adénomes prostatiques et les cancers prostatiques sont extrêmement fréquents. Puis, nous allons trouver en dessous un sphincter qui va être un sphincter externe. Et ce sphincter externe, dans lequel passe l'urètre, et encore une fois, je simplifie puisque nous reverrons cela spécifiquement avec la prostate puis avec le pénis, ce sphincter externe est composé de muscles striés. Et nous sommes là au niveau du plancher pelvien et du périnée. Et nous avons donc ici un autre système qui apparaît, qui est beaucoup plus bas ici, que je rajoute là, qui est le sphincter externe. Et ce sphincter externe, qui appartient donc au plancher pelvien, est lisse, strié, et donc va être sous un autre contrôle nerveux. Voici ici l'urètre. Sous un autre contrôle nerveux, ce sera un contrôle nerveux somatique, et ce contrôle nerveux de ce sphincter externe, que je mets ici en orange foncé, eh bien, se fera par le nerf, ici, se fera par le nerf pudendal. Donc, nerf pudendal, que nous allons mettre peut-être, non, on va mettre un autre, en jaune ici. Donc, nous avons ici un nerf différent, nerf pudendal, qui est là un nerf somatique, c'est une branche donc du plexus sacral, et qui est sous le contrôle de la volonté, comme tous les muscles. Et donc, ce sphincter externe, et nous en reparlerons, mais va être important dans le contrôle de la miction. Le sphincter interne, globalement, est involontaire. Quand vous dormez la nuit, vous avez, normalement, ce sphincter continue à fonctionner. Là, c'est par exemple, quand vous avez un besoin impérieux, vous pouvez contracter ce sphincter externe par la volonté grâce au nerf pudendal, et c'est une sécurité. Donc vous pouvez même parfois sentir que ça passe un tout petit peu, mais vous retenez par ce sphincter externe. C'est le contrôle de la volonté. En revanche, si vous coupez le nerf pudendal, ici, vous n'aurez plus ce contrôle. Donc, c'est là quelque chose d'important. C'est le verrou de sécurité et qui permet de tenir jusqu'à un certain moment. Ensuite, donc ça, c'est le rapport fondamental, cette prostate. Nous aurons un cours spécifique là-dessus. Nous pouvons compléter vers l'avant par, là aussi, très schématiquement, chez l'homme, donc la paroi. Puis nous aurons ici la racine du pénis, le ligament ombilical médian qui part de l'apex de la vessie et qui est donc le vestige de l'ourac. Puis nous aurons vers l'avant des plexus veineux, mais nous y reviendrons, plexus rétropubien ici de
dits de Retzius, qui sont importants en chirurgie. Et puis, chez l'homme, eh bien, ça va être relativement simple, puisque ensuite, vers l'arrière, nous allons trouver la région du canal anal, depuis l'anus, canal anal qui va, là aussi, nous étudierons le canal anal et bien sûr le rectum, canal anal, puis la région ici du rectum que nous étudierons spécifiquement. Donc, voici la région rectale, coude, canal anal, que je représente ici dilaté pour le voir, mais en pratique, il y a bien entendu une fermeture par le sphincter. Je ne rentre pas ici dans le détail de ce au niveau du canal anal, qui est dans le même plan que le sphincter externe de l'urètre. Voici ici cette région, et nous pouvons compléter, nous le reverrons, par un ligament ici, qui est le raphé médian, le ligament ano-coccygien, que nous avions déjà évoqué avec le plancher périnéal. Et puis, nous avons le centre tendineux du périnée, ici, qui vient être placé entre les structures, dans le périnée, là aussi, que nous avons déjà vu. Et nous voyons donc qu'en rapport inférieur de la vessie et de l'urètre masculin, nous aurons la prostate, objet d'un cours spécifique. Nous aurons, vers l'arrière de la vessie, des structures qui correspondent au conduit déférent, anneau inguinal interne, et nous voyons le conduit déférent qui vient depuis le testicule, qui va longer le bord latéral de la vessie, qui vient se recourber et qui viendra donner finalement le conduit éjaculateur que nous reverrons. Donc ici, conduit déférent sur la partie latérale de la vessie, et l'ensemble est rejoint par les vésicules séminales. Nous verrons cela en grand une prochaine fois. Si nous, dans un prochain cours, si nous mettons ici la ligne arquée, nous aurons au-dessus les vaisseaux, c'est notamment ici l'artère iliaque commune, puis artère iliaque interne, que nous pouvons placer. Il y aurait bien sûr la veine également. Et de là, nous aurons l'artère ombilicale que nous avions déjà évoquée, qui viendra rejoindre la région. Donc ici, l'axe vasculaire qui est au-dessus du détroit supérieur. Voici ici cette artère iliaque externe et interne. Et nous voyons arriver, comme nous l'avons étudié, croisant les vaisseaux iliaques, nous voyons ici arriver l'urtère qui vient gagner la partie postérieure de la vessie et arriver ici à son ostium. Nous pouvons mettre quelques contours cutanés vers le dessous, ici la région anale, la région de l'anus, ici la région périnéale, et en dessous, nous serons là sur une région qui est le bulbe du corps spongieux et la racine du pénis. Uretère va être très long, venant former plusieurs coudes et allant jusque au niveau du méa urinaire, au niveau du gland. Donc voici ici cet uretère très long. Et donc avec plusieurs coudes qu'il faudra utiliser pour faire un sondage. Ce qui fait que comme c'est long, le sondage va être difficile. Comme il y a la prostate, il y aura facilement des globes vésicaux. Donc soit sondage, soit cathétérisme suspubien. Tous les problèmes de cancer de la prostate, mais en revanche beaucoup moins d'infections. Nous allons ici avoir donc à nouveau la coupe du sacrum. Coupe du sacrum que voici. Je vais rapidement, puisque nous avons vu cela de nombreuses fois avec les parois et que nous le reverrons en faisant une synthèse topographique de la région. Ici, nous pouvons marquer L5, la vertèbre cunéiforme, le processus épineux, le canal sacral jusqu'en L4. Ici, la région coccygienne en général en 2 pièces, et puis se projetant donc en avant sur le coccyx, nous allons avoir ici la région de la symphyse pubienne. Nous pourrons placer ici de nouveau la paroi, ici le repli. Il n'y aura là plus de région pénienne, mais nous aurons une région qui sera une région clitoridienne, qui est plus atrophique. L'urètre est court, relativement concave vers l'avant. Nous referons
découpe. Voici ici cette vessie avec donc un urètre court et concave vers l'avant, environ 4 cm, et qui vient se terminer au niveau de la vulve, à peu près 2 cm derrière le clitoris, c'est-à-dire un travers de doigt. Voici ici cette vessie. Nous allons retrouver donc chez la femme le col et il n'y a pas d'équivalent de prostate, ceci pour des questions aussi embryologiques, et donc l'urètre va directement traverser le sphincter externe qui est sous le contrôle de la volonté. Mais nous avons là donc un urètre chez la femme qui est beaucoup plus court, ce qui explique qu'il y aura beaucoup plus rarement des globes parce qu'il y a moins de longueur pour se boucher, que le sondage va être extrêmement facile, mais en revanche, explique que les infections vont être très fréquentes. Et les infections urinaires de la femme sont extrêmement fréquentes, de même que les incontinences, puisqu'ici, comme le trajet est très court, on aura aussi moins de structure pour retenir les éléments. C'est un problème de statique pelvienne également. La paroi, vestige de l'ouraque depuis l'apex de la vessie et qui rejoint la région donc de l'anneau ombilical. Nous aurons ici l'utérus au-dessus que nous étudierons par la suite, donc organe musculaire assez épais avec un coude qui va nous mener jusqu'au col de l'utérus. Voici ici cet utérus en couple, le col, la cavité utérine, et en position, on va dire, normale, c'est presque faux de dire ça, mais en position classique, l'utérus est antéversé et donc se trouve ici au-dessus de la vessie. Nous étudierons bien sûr ce muscle, cet utérus, de façon spécifique, ainsi que les voies que sont les trompes et puis les ovaires. Donc voici simplement la coupe de l'utérus, avec le vagin qui est ici sur la partie antérieure, jusqu'à la région vulvaire, et vers l'arrière, le vagin fait un repli sur le col, plus haut. Donc voici ici ce vagin jusqu'au niveau de la vulve. D'une part, ici l'abouchement de l'urotère, ici la région donc clitoridienne que nous aurons ici l'urtère, et puis nous aurons toujours dans la vulve ici la région du vagin. Nous pouvons symboliser ici cela avec par exemple les petites lèvres. Vagin, et vers l'arrière nous aurons bien sûr le canal anal, puisque là c'est pareil, c'est unisexe. Donc nous avons ici le canal anal, l'anus, canal anal. Nous allons avoir le coude qui va nous mener jusqu'au niveau du rectum que nous étudierons dans un cours spécifique. Voici ici ce rectum, le canal anal, de façon très symbolique, et nous reprendrons les rapports dans un instant, donc entre les différences entre l'homme et la femme. Voici ces régions. Nous avons ici le contour cutané postérieur, nous avons ici la région de l'anus, et nous avons ici la région de la vulve avec le vagin et l'urtère. La partie toute antérieure ici de la vulve avec les différents replis que nous pouvons placer. Ici, nous pourrions mettre la région du clitoris, ici les petites lèvres, et on l'a dit, à environ 2 cm, c'est-à-dire un travers de doigt en arrière du clitoris, nous trouvons ici l'orifice, l'ostium de l'urètre, et c'est là où il faudra aller faire le sondage. C'est assez facilement dilatable, on dit qu'on peut aller facilement mettre une sonde d'environ 10 mm, et puis derrière, vous avez ici l'orifice du vagin, qui explique aussi que les infections urinaires, les cystites, soient extrêmement fréquentes. Donc cystite chez la femme et problème d'incontinence urinaire. Ces problèmes d'incontinence urinaire, et on le redira avec le dernier schéma, sont liés aussi à des problèmes de la statique pelvienne. Il nous faut encore, pour terminer, placer le péritoine. Nous allons trouver ici le péritoine pariétal qui vient tapisser la face supérieure de la vessie et donc aussi tapisser, bien entendu, le conduit déférent, et qui, chez l'homme, va venir former un cul-de-sac vésico-rectal. Puis, si le péritoine vient se réfléchir, autour du rectum pour aller vers la paroi. Donc ce qui est important ici, c'est que ce péritoine limite la cavité abdominale. Là on est dans la cavité abdominale, cavité péritonéale. En dessous, on est sous-péritonéal. Et il y a ici, ce cul-de-sac vésico-rectal ou recto-vésical qu'on appelle aussi le cul-de-sac de Douglas, recessus recto-vésical, recto-prostatique, ou cul-de-sac de Douglas.
C'est important parce que quand il y a très peu d'épanchement péritonéal, très peu d'acide, eh bien, en position debout, c'est d'abord là où ça va se remplir. C'est-à-dire qu'en échographie ou en examen médical, c'est ici qu'on ira d'abord rechercher du liquide d'épanchement. Mais de même, quand on est allongé, c'est une portion extrêmement déclive, donc en position allongée aussi. Si on a un tout petit peu de liquide, ça va se mettre ici, dans le cul-de-sac de Douglas, et également plus haut, une région très déclive qu'on avait vue, c'est l'espace interhépatorénal de Morrison. Donc ceci est important, notamment en cas de péritonite, eh bien, on aura ici un péritoine qui va être douloureux. Et donc au-dessus, nous aurons des rapports qui seront des anses intestinales, que l'on coupe, bien sûr on ne les coupe jamais dans toute leur longueur. Nous aurons ici notamment de l'iléon, éventuellement du sigmoïde, et entouré de mésentères, et là aussi on n'arrive pas à couper l'ensemble du mésentère, on a juste un petit segment, mais qui rejoindrait la racine du mésentère. Donc juste au-dessus, là on est bien dans la cavité péritonéale, avec du liquide péritonéal. En dessous, on est en sous-péritonéal. Donc, ici, je reprends l'histoire de la maladie de la pierre. C'est la lithiase. Cette lithiase est connue depuis l'Antiquité. Donc, première possibilité, on l'a vu, c'est par sondage. On mettait des grosses sondes et on essayait d'attraper la pierre. Mais dès que c'était gros, ça ne marchait pas. Vous avez des calculs qui peuvent avoir plusieurs centimètres. Donc, on a inventé, là aussi, dès l'Antiquité, une opération qu'on appelle l'opération de la taille. Opération de la taille. On dit aussi opération de la pierre. Et pierre en grec, c'est lithos. Donc, on a appelé ça la lithotomie. Et ceux qui pratiquaient ça étaient des lithotomistes. Lithotomie, lithotomiste. Alors, c'est donc très ancien. On ne savait pas, en gros, intervenir sur la cavité péritonéale parce que c'est une région qui se défend très mal contre l'infection. Si vous ouvrez la cavité péritonéale, péritonite, en gros, peu récupérable et mort. Ce n'est que depuis les antibiotiques qu'on a, et depuis l'asepsie, avec les différentes découvertes sur la façon de se préparer pour opérer, mais sinon vous aviez une péritonite. C'est pour ça qu'on ne faisait surtout pas une intervention par la cavité abdominale, mais une intervention en extra-péritonéale, c'est-à-dire notamment par voie basse. Alors l'opération de la taille ou l'opération de la pierre, au départ on prenait un couteau, un scalpel, on incise le périnée, donc c'est surtout chez l'homme, puisque chez la femme ça se présente rarement, on incise le périnée et on ouvre la vessie et on enlève le calcul. Ça, c'est la taille, l'opération de la taille par voie basse. Et puis, ensuite, ça s'est développé au XVIe siècle. Alors, la mortalité était assez effroyable, mais malgré tout, on traitait les gens. Ensuite, il y a eu, à partir du XVIe, une opération de la taille par voie haute. On est toujours sous-péritonéal. On est dans cet espace ici, qui est un espace ombilico-prévésical, qui est ici. Donc on est sous le péritoine, il n'y a pas de risque de péritonite, on décolle le péritoine, ici on ouvre la vessie, on enlève le calcul. Opération de la taille par voie haute. Ça a été quelque chose de fondamental dans les débuts de la chirurgie, c'était une intervention très fréquente, et notamment pour les personnes connues. Tous les rois de France avaient un chirurgien lithotomiste, avaient un chirurgien attitré pour les lithotomies. Tous les rois de France ont eu cette opération, ou quasiment tous, cette opération de la taille, qui était très spectaculaire. Et ça a disparu au XVIIIe siècle avec les calculs. Chez la femme, la question ne se pose pas. Et je termine, je regarde si j'ai à peu près tout dit. Non, le péritoine chez la femme. Ici, péritoine pariétal. Il vient tapisser la face supérieure de la vessie. Et il vient se constituer ici un cul-de-sac vésico-utérin. Donc, ça veut dire qu'on peut soulever, comme il y a un espace, on peut soulever l'utérus par rapport à la vessie. Nous reverrons cela. Cul-de-sac vésico-utérin. Puis, le péritoine va ici sur l'utérus et va former le cul-de-sac recto-vaginal ou cul-de-sac de Douglas de la femme. Voici le cul-de-sac de Douglas de la femme. Donc, la différence, c'est bien sûr l'utérus, avec ici un repli, un récessus vésico-utérin ou utéro-vésical, et ici ce récessus qui est entre le vagin utérus et le rectum, qui est l'équivalent du Douglas. Et au-dessus, eh bien, nous sommes dans la cavité péritonéale, avec donc
un certain nombre d'anses grêles et des petits segments ici de péritoine que nous pouvons placer. Nous sommes là dans la cavité péritonéale. Bien sûr, c'est plus dense que ça. Et il y a un petit peu de liquide péritonéal. Tout le reste ici, dont la vessie, est sous-péritonéale. Nous allons trouver ici la section des parois que nous avons étudiée, section des parois du pelvis, avec ici les branches ischiopubiennes. J'irai relativement vite puisque nous avons vu les parois et puisque nous reprendrons ces éléments par la suite. Voici ici la paroi, donc osseuse, sur une coupe qui est ici de type frontal. Donc nous sommes là sur une coupe frontale que nous avons étudiée. Nous sommes là dans la partie iliaque. Voici le détroit supérieur ici, qui marque la limite entre grand bassin et petit bassin. Section osseuse, os spongieux. Là, la branche ischiopubienne, tendue dans le foramen obturateur. Nous sommes là sur une coupe frontale. Et donc nous avons la droite à gauche ici, le muscle obturateur interne. Muscle obturateur interne qui s'insère au pourtour du foramen obturé et sur la membrane obturatrice. Donc ici, l'obturateur interne. Nous sommes là sur les parois du pelvis, un fascia épais, obturateur interne. De l'autre côté, on aurait l'obturateur externe. Donc confère les parois, ça c'est d'un cours que nous avons fait. Voici ici donc le fascial obturateur interne. Sur le fascial obturateur interne, nous avons une arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus, ou lévator ani. Ce muscle lévator ani forme un entonnoir qui, sur le vivant, est convexe vers le haut, alors que sur le cadavre, il n'y a plus de tonus musculaire et ça forme un entonnoir classique concave vers le bas. Donc en fait, il y a ici une convexité du muscle élévateur de l'anus, très caractéristique sur des coupes et qui va de façon donc active soutenir l'ensemble et éviter notamment que la vessie vienne s'affaisser vers le bas. Voici ici le muscle lévator ani avec le muscle sphincter externe de l'urtère. C'est-à-dire ici nous sommes sur la région du périnée que nous avons également étudiée. Donc lévator ani qui s'insère ici sur le muscle et qui forme le diaphragme pelvien. Nous allons ici représenter de même façon une vessie unisexe. Nous allons ici avoir donc cette vessie qui est remplie et qui est coupée donc frontalement, puis le col, puis nous avons ici la région donc de l'urtère. Si nous sommes chez l'homme, il y aura la prostate. Chez la femme, c'est simplement l'urtère. Voici ici cette vessie, voici ici l'urétère. La paroi vésicale et la muqueuse. Puis le sphincter interne de l'urètre, ici au niveau du col, pointillon blanc. Il y aurait ici la prostate. Chez la femme, elle n'y est pas. Mais sinon, tout est similaire. Sur la région, jusqu'au niveau des ostiums, est recouvert bien sûr par le péritoine, urtère droit, urtère gauche. Ceci, encore une fois, est identique dans les deux sexes, pli interurétérique et du trigone vésical. Nous avons là les artères et veines vésicales supérieures, artères et veines vésicales inférieures, plexus veineux donc de la vessie. Donc là, dans ce tissu qui est du tissu adipeux, mais aussi les nerfs, et nous trouverions les nœuds lymphatiques latéraux-vésicaux. C'est ici du tissu adipeux de remplissage. En dessous aussi, sous le lévator ani. Artère iliaque externe, veine iliaque externe, on est juste au-dessus du détroit supérieur. Et voici ici ce péritoine pariétal qui va venir recouvrir ici l'urtère, qui était rétropéritonéale, qui tapisse la face supérieure de la vessie et qui va repartir sur la paroi du côté opposé. Nous sommes là dans quelque chose qui correspond à la loge vésicale et nous en voyons là les parois latérales. Vous voyez que paroi latérale
c'est le pelvis et le muscle obturateur interne. Et en inférieur, eh bien, nous aurons ici la région du périnée et du diaphragme pelvien que nous avons étudié par ailleurs et que nous reverrons. Nous sommes là en sous-péritonéal. Nous aurions en plus ici les conduits déférents. Petite vue postérieure chez l'homme que nous reprendrons. Mais si nous avons ici la vessie chez l'homme, eh bien, sur une vue postérieure, voici la vessie. Et nous reprendrons cela, mais c'est pour comprendre les différences entre les deux. Voilà vers le bas la région de la prostate. Puis dessous, nous aurons le départ de l'urtère. Donc c'est une vue ici postérieure, prostate, vessie. Et nous avons sur les côtés de la vessie, c'est-à-dire si je remplis la vue précédente, nous allons le placer en violet. Voici ici où serait le conduit déférent chez l'homme. Il est ici, conduit déférent qui longe les parties latérales de la vessie. Nous voyons ce conduit déférent qui arrive de l'anneau inguinal interne et qui, on va peut-être placer d'abord les urtères, urtère droit, urtère gauche, qui vont ensuite avoir un trajet intramural. Puis nous aurons ici les conduits déférents qui vont donner une ampoule déférentielle, puis le conduit éjaculateur qui plonge dans la prostate, ce que nous reverrons. Donc simplement, ici sur les côtés latéraux de la vessie, c'est pour ça que je l'ai fait, il y a le conduit déférent dont nous reparlerons ici, vésicule séminale, qu'on appelle aussi glande séminale, que nous reverrons avec les voies génitales masculines. Donc ceci bien sûr des deux côtés, et je simplifie ici la vue. Donc la petite différence qu'il y a, c'est qu'effectivement en arrière de la vessie, nous avons des voies génitales masculines chez l'homme, voies génitales qui n'existent pas chez la femme, et c'est ici notamment les conduits déférents sur chaque côté. Voilà pour ces points. Vous voyez les rapports entre les différents organes, nous y reviendrons. Ceci explique que le toucher rectal sera important tant pour la prostate chez l'homme que pour la vessie, que pour le cul-de-sac de Douglas, c'est-à-dire les péritonites. Chez la femme, deux touchers seront importants. Le toucher vaginal, car en effet, nous le verrons, la paroi postérieure de la vessie, la base de la vessie, est finalement repose sur la paroi antérieure du vagin et on la voit depuis le vagin. Donc toucher vaginal et le toucher rectal également, qui va pouvoir voir l'ensemble des statiques de la région. Lors des incontinences urinaires chez la femme, c'est très souvent l'obésité, c'est très souvent aussi des grossesses répétées, et avec finalement des insuffisances du plancher pelvien, dont le levator ani. Ça peut être traité par la rééducation périnéale, ou alors il y a des techniques chirurgicales où on va poser une espèce de filet qu'on appelle une bandelette sous-urétrale qui va maintenir les organes vers le haut et théoriquement aider au règlement de cette incontinence urinaire qui est un énorme problème de santé publique puisqu'on considère que c'est environ 30% des femmes, ça peut toucher aussi les hommes, incontinence d'effort ou incontinence par impériosité. Voilà, je vous remercie pour votre attention